Voici le dernier moment de Jean Portmanov. Un lit défait, une couverture blanche remontée jusqu'au menton, une lumière blafarde qui glisse depuis une fenêtre partiellement voilée et, face à lui, une caméra toujours allumée. Rien ne bouge. L'image semble figée, comme une pause dans le temps. Mais ce que l'on voit, ce n'est pas une scène de sommeil tranquille. C'est le silence anormal d'un homme qui ne se relèvera plus. Et quelque part, sur un écran au loin, des milliers de spectateurs assistent à ce moment sans le comprendre encore. Nous sommes dans la nuit du dimanche 18 août de l'an 2025. Jean Portmanov, 46 ans, figure explosive du streaming francophone, entame le 9e jour d'un marathon en direct sur la plateforme Kick. Il est accompagné de 2 autres hommes, ses co-animateurs habituels. Depuis des mois, les internautes suivent leur défi extrême, un mélange d'humour noir, de provocation physique et d'humiliation ritualisée. Le principe est simple. Pousser toujours plus loin les limites du supportable, en échange de dons et de visibilité. Cette nuit-là, pourtant, rien ne se passe comme prévu. Une bouteille d'eau est lancée. Jean ne réagit pas. Une seconde tentative. Toujours rien. Et puis, un murmure nerveux hors champ. Il respire encore là, la diffusion est coupée. Mais le malaise, lui, se répand comme une onde. En quelques heures, les réseaux sociaux s'enflamment. Le mot mort en live devient tendance. Les extraits sont partagés, analysés, ralentis, décortiqués. Ce que beaucoup croyaient être un simple jeu pour faire le buzz se transforme en drame à ciel ouvert. Et peu à peu, un autre mot émerge, plus grave, plus glaçant. Maltraitance. Car ce live n'était pas un accident isolé. C'était l'aboutissement d'un engrenage lent, cruel, documenté, où Jean Portmanov, ancien militaire devenu streamé, semblait piégé dans une spirale de violence banalisée, de souffrance mise en scène et de silence collectif. 1 an plus tôt déjà, le site d'investigation Mediapart alertait sur ce qu'il appelait le business de la maltraitance en ligne. À l'époque, peu de réactions. Quelques articles, une enquête préliminaire, des avertissements sans suite. Pourtant, les images étaient là. On y voyait Jean recevoir des projectiles de paintball à bout portant, être privé de sommeil, bousculé, insulté, contraint à des gestes humiliants devant des milliers de spectateurs. Et il restait. Il disait même que tout allait bien. À moins que ces mots ne soient eux aussi dictés, car c'est là que tout bascule. Quelques jours avant sa mort, Jean envoie un message à sa mère. « Je suis coincé dans un death game ». Une phrase simple, terrifiante, comme un appel à l'aide noyé dans le vacarme numérique. Dans une autre séquence, filmée en direct, on l'entend répéter une phrase étrange sous la pression de ses collègues. « Si je meurs demain, c'est à cause de ma santé, pas à cause d'eux ». Une forme d'absolution imposée, de prétexte préfabriqué. Et ce regard perdu, flou, comme si lui-même ne croyait plus à ce qu'il disait. Ce que nous allons raconter dans cette vidéo, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui s'est effondré sous les projecteurs. C'est celle d'un piège moderne, d'une dérive banalisée, d'un système où le rire sert parfois à cacher l'horreur. C'est l'histoire d'un homme qui voulait juste qu'on l'aime, et qui a fini par mourir devant des écrans, pendant que d'autres, à côté de lui, détournaient les yeux ou riaient encore. Voici la vérité cachée derrière le dernier instant de Jean Portmanov. Avant que son nom ne devienne synonyme de malaise numérique et de silence coupable, Jean Portmanov était pour beaucoup une énigme fascinante. Une voix tonitruante surgit du chaos d'Internet, un visage rougi par les cris, les rires, les coups aussi, souvent. Mais derrière ce pseudonyme à consonance étrangère se cachait un homme bien réel. Raphaël Graven, né le 26 janvier de l'an 1979 dans la commune discrète de Waipi, en Moselle. Ancien militaire, Raphaël n'a jamais vraiment trouvé sa place dans les circuits traditionnels. Trop excentrique pour le monde du travail classique, trop instable pour les institutions, il navigue un temps entre petit boulot et isolement social. C'est avec l'émergence des réseaux et des plateformes de streaming qu'il découvre, tardivement, une voie. Il a déjà plus de 40 ans lorsqu'il lance ses premiers lives, au début de l'année 2020, dans une période marquée par le confinement et la solitude généralisée.
Et très vite, quelque chose accroche. Son franc-parler, sa vulnérabilité brute, sa capacité à faire de n'importe quel moment un micro-événement. Tout cela le distingue des autres. Au fil des mois, sa chaîne grandit. Sur TikTok, ses extraits sont partagés massivement. Sur Twitch, puis sur Kick, il devient une figure incontournable du streaming francophone. Contrairement aux autres créateurs de contenu qui polissent leur image, Jean revendique le chaos. Il est bruyant, imprévisible, parfois dérangeant. Il insulte, il pleure, il rit, il improvise. Et surtout, il ne coupe jamais. Ses lives peuvent durer des heures, parfois même plusieurs jours. Il y dort, il mange, il souffre, il s'exhibe. Et les spectateurs regardent, en masse. Son style divise. Certains le considèrent comme une bouffée d'authenticité dans un monde saturé de faux-semblants. D'autres y voient un spectacle gênant, presque voyeuriste. Mais tous s'accordent sur un point. Jean est impossible à ignorer. Il crée une tension permanente, un inconfort magnétique. On ne sait jamais s'il est sérieux ou s'il joue. Et peut être que lui-même ne le savait plus vraiment. À partir de l'année 2024, il s'entoure d'un groupe régulier, notamment 2 jeunes streamers connus sous les pseudonymes de Naruto et Safine. Ensemble, ils conçoivent une forme de divertissement radical, des sessions où Jean devient le centre de toutes les tensions. On le provoque, on le défie, on le pousse dans ses retranchements. Les limites sont floues. Parfois, cela ressemble à une bande d'amis qui s'amusent. D'autres fois, cela évoque les mécanismes les plus sombres de la mise en scène de la souffrance. Et pourtant, Jean continue. Pire, il en redemande. Il rit, il crie plus fort, il joue le jeu. Car il y a là quelque chose qu'il n'a jamais eu. L'attention, l'argent, la reconnaissance. Pour la première fois de sa vie, il est regardé, écouté, adulé, même si c'est au prix de son intégrité. Même si cela signifie être humilié publiquement, être frappé en direct, être privé de sommeil ou contraint à des gestes absurdes. Dans l'imaginaire collectif, Jean Portmanov n'est pas un simple streamer. Il est devenu une figure à part, presque une caricature d'un monde où tout se vend, même l'indignité. Il est à la fois victime et complice, bourreau de lui-même et pantin d'un système plus vaste. Un système qui rémunère le spectaculaire, qui récompense l'extrême et qui transforme l'humiliation en monnaie. Mais derrière l'écran, Raphaël Graven restait un homme seul, peu d'amis proches, une relation compliquée avec sa famille, des fragilités mentales perceptibles mais jamais nommées. Il semblait parfois se battre contre des fantômes. Et dans certains lives, lorsqu'il croyait que personne ne l'écoutait, il chuchotait des choses étranges, comme s'il cherchait à se rappeler qu'il existait encore en dehors du personnage. C'est ce contraste entre l'homme et l'avatar, entre Raphaël et Jean, qui rend son histoire si bouleversante. Car au fond, ce qu'il demandait n'était pas grand-chose. Être vu, être aimé, être accepté, même brièvement, même au prix de tout. Et c'est précisément cette quête qui allait, lentement mais sûrement, l'emmener au bord du précipice. Le basculement ne s'est pas fait en un jour. Il n'y a pas eu de cri d'alarme clair, de rupture nette. C'était plutôt une lente dérive, un glissement presque imperceptible, où chaque nouvelle limite franchie devenait la norme du lendemain. Au début, Jean Portmanov acceptait des gages absurdes, des humiliations légères. On lui demandait de manger des choses improbables, de se déguiser, de supporter quelques blagues douteuses. Il en riait. Le public aussi. On appelait ça de l'entertainement extrême. Mais très vite, le ton change. Vers la fin de l'année 2024, le contenu de ces streams commence à inquiéter certains observateurs. Jean est souvent filmé en train de hurler, de pleurer, d'être réveillé brutalement au milieu de la nuit, arrosé d'eau glacée ou visiblement désorienté. À ses côtés, Naruto et Safine, ses partenaires de live, semblent orchestrer un spectacle de plus en plus dérangeant. On lui tire les cheveux, on l'insulte, on le provoque. Dans un extrait, on le voit recevant des projectiles de paintball à bout portant, sans protection. Dans un autre, on entend distinctement une voix annoncer « Nouveau record, 1 minute 8 de strangulation ». Car oui, même l'asphyxie devient un défi.
On filme Jean pendant qu'on le serre à la gorge, chronomètre en main, comme s'il s'agissait d'un sport. Il suffoque, il tente de parler, mais personne ne l'écoute. Tout est prétexte à performance. Et ce qui choquerait dans n'importe quel autre contexte est ici applaudi, partagé, financé. Les spectateurs, eux, continuent à envoyer des dons. Plus la souffrance est grande, plus l'audience grimpe. C'est un cercle vicieux que personne ne semble vouloir briser. Début décembre de cette même année, le média d'investigation Mediapart publie une enquête alarmante intitulée « Le business de la maltraitance en ligne ». Jean y est mentionné, aux côtés de plusieurs autres créateurs. Le reportage décrit un système de diffusion en direct où la violence, la manipulation psychologique et les humiliations deviennent des produits rentables. La plateforme Kik est pointée du doigt pour sa passivité complice. Les journalistes révèlent que les autorités ont été alertées à plusieurs reprises, mais qu'aucune mesure significative n'a été prise. À ce moment-là, Jean est déjà au cœur d'un engrenage qu'il ne contrôle plus. Une enquête préliminaire est bien ouverte à Nice. Jean, Naruto et Safine sont convoqués. On perquisitionne leurs locaux. On saisit du matériel. Mais après quelques jours de garde à vue, ils sont relâchés. Jean, lui, continue à streamer. Il parle peu de l'affaire. Lorsqu'on l'interroge, il rit, il minimise. Peut être parce qu'il ne sait plus faire autrement. Ou peut être parce qu'on l'a convaincu que tout cela était pour le show. Les semaines suivantes, les streams deviennent encore plus sombres. Jean semble épuisé, physiquement diminué. Il parle moins, il obéit plus, il dort peu, mange mal. Dans certains extraits, il fixe la caméra sans bouger, le regard vide, tandis que les autres riaient autour de lui. Parfois, il tente de poser des limites, mais elles sont immédiatement repoussées. On lui promet des cadeaux, des cigarettes, de l'argent. Tout est marchandé. Même sa dignité. C'est au début du mois d'août de l'an 2025 que l'idée d'un marathon live de 10 jours est lancée. Une performance censée repousser les limites du streaming. Jean accepte. Peut être parce qu'il ne peut plus dire non. Peut être parce qu'il espère, encore, prouver qu'il est capable. Le live débute le 10 août. Très vite, la fatigue se lit sur son visage. Ses mouvements deviennent mécaniques. Il peine à rester éveillé. Il est constamment stimulé, provoqué, interrompu. On le force à ingérer des substances non identifiées. Il semble parfois désorienté, hagard, comme perdu dans sa propre émission. Le 14 août, Jean envoie un message à sa mère. Il lui écrit « Je suis coincé dans un death game ». Une phrase glaçante. Une sorte de SOS digital que personne ne saura interpréter à temps. Sa mère lui répond qu'il semble avoir maigri, qu'il a l'air épuisé, qu'elle s'inquiète. Mais les jours passent, et le show continue. Dans l'une des dernières séquences enregistrées, Jean est confronté à une pression insidieuse. Ses partenaires lui demandent, en direct, de regarder la caméra et de dire ceci. « Si je meurs demain, ce sera à cause de ma santé, pas à cause d'eux. » Il hésite, il refuse. Il finit par céder. La séquence est froide, clinique, on y entend à peine sa voix, mais elle dit tout. La peur, la contrainte, la résignation. Le 18 août, au matin, Jean ne se réveille pas. Il est allongé sur un lit de fortune, recouvert d'une couverture blanche. Ses compagnons tentent de le réveiller. L'un d'eux lui lance une bouteille d'eau, puis une autre. Aucune réaction. Le live est coupé. Il est trop tard. Au matin du 18 août de l'an 2025, le parquet de Nice reçoit une alerte inhabituelle. Un homme aurait perdu la vie durant une diffusion en direct sur une plateforme australienne nommée Kik. Le nom du défunt, d'abord mal orthographié dans les dépêches, finit par apparaître clairement, Jean Portmanov, alias Raphaël Graven. Le choc est immédiat. Non pas parce que Jean était une figure consensuelle, mais parce que l'on presse que cette mort n'est pas banale. Parce qu'on comprend très vite que ce qui s'est joué là dépasse un simple malaise ou une fin de carrière prématurée. Lorsque les premières images de la nuit précédente circulent, la sidération cède place au malaise. On y voit un corps immobile, recouvert d'un drap blanc. À ses côtés, deux silhouettes gesticulent, chuchotent,
hésitent. L'un d'eux lance une bouteille d'eau en plastique, comme on réveille un dormeur récalcitrant. L'autre regarde la caméra, l'air perdu. Aucun cri, aucun appel aux secours immédiats. Juste cette attente absurde, comme si le direct allait reprendre de lui-même. Comme si Jean allait se lever et crier. Encore une fois. Mais il ne crie pas. Il ne bouge plus. Et soudain, la fiction s'écroule. Derrière les cris, les défis, les gags de mauvais goût, il y avait un homme, un corps, une fatigue, une détresse. Et ce corps-là venait de dire stop. Dans les heures qui suivent, la nouvelle devient virale. Les réseaux sociaux s'embrasent. On partage les extraits, on commente, on théorise. Certains n'y croient pas. D'autres disent l'avoir vu venir. Un extrait revient particulièrement. Celui où Jean, quelques jours plus tôt, regarde la caméra et déclare sous la contrainte que « si je meurs demain, c'est à cause de ma santé, pas à cause d'eux ». Une phrase qui résonne désormais comme une abdication, ou pire, comme une couverture anticipée pour ses agresseurs. L'autopsie, pratiquée dans les jours suivants, ne révèle aucune trace de traumatisme majeur, pas de coup fatal, pas de lésions évidentes. Mais les experts évoquent une possible décompensation liée à une extrême fatigue, un stress prolongé, une exposition continue à des conditions dégradantes. On attend encore les résultats toxicologiques. L'enquête, elle, est désormais entre les mains du parquet de Paris. Et les enregistrements complets du live sont saisis, tout comme les matériels des co-streamers. Mais au-delà des données médico-légales, une autre vérité se dessine. Une vérité sociale, morale, collective. Celle d'un homme vulnérable que l'on a regardé décliner en direct et que personne n'a arrêté. Pas les spectateurs, qui ont continué à envoyer des dons pendant les scènes de maltraitance. Pas la plateforme Kik, qui a hébergé et même mis en avant ses contenus. Pas les autorités, pourtant alertées à plusieurs reprises, notamment par les journalistes de Mediapart. Et pas même ses proches, qui ont bien vu son état se détériorer, mais n'ont jamais pu ou su intervenir. Un échange en particulier glace le sang. Quelques jours avant sa mort, Jean écrit à sa mère « Je suis coincé dans un death game ». Elle lui répond « Je te vois en direct, tu as maigri, tu as l'air éreinté. Je suis inquiète ». Des mots simples, une angoisse de mère. Mais ce cri d'alarme reste lettre morte. Et lorsque les enquêteurs analyseront la suite de la conversation, ils découvriront que les co-streamers lisaient ces messages à voix haute, à côté de Jean, en ricanant. Une séquence en particulier sera reprise par de nombreux médias. On y voit Jean, assis, le regard perdu, tandis qu'on le raille sur son apparence, ses échecs amoureux, sa lenteur d'esprit. Quelqu'un lâche, même avec l'argent, t'es un loser. Une autre voix ajoute, les gens regardent parce qu'ils aiment te voir souffrir. Et Jean, sans réagir, fixe le vide. Ce n'est plus du contenu, ce n'est plus du divertissement. C'est un huis clos cruel, une tragédie documentée, une mise à mort lente consentie. Par qui? Par lui, par eux, par nous. Dans les jours qui suivent sa disparition, le gouvernement français réagit. Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique, qualifie le drame d'horreur absolue. Elle saisit la justice, l'Arcom, la plateforme de signalement Pharos. Elle rappelle que les plateformes ont une obligation légale de modération, que ce type de contenu n'a pas sa place en France, ni en Europe. Mais ces mots, si justes soient-ils, arrivent trop tard. Car cela fait des mois que la chaîne de Jean était signalée, que Kik recevait des alertes, que Mediapart publiait, et que rien ne bougeait. Pire encore, certains extraits montrent que les studios de tournage, installés à compte, ont été visités par les forces de l'ordre plusieurs fois. Mais sans suite. La plateforme Kik, elle, publie un message de condoléances. Elle suspend temporairement les comptes des co-streamers. Elle promet de coopérer. Mais ces mots sonnent creux. Car pendant des mois, elle a promu cette chaîne. Elle a relayé ses extraits sur ses propres réseaux. Et surtout, elle a partagé les revenus. Alors oui, Jean est parti sans bruit. Mais il laisse derrière lui une question terrible. Combien de personnes savaient? Combien ont regardé? Combien ont ri? Et combien maintenant feignent la surprise?
Il serait tentant de conclure que Jean Portmanov est mort parce qu'il était trop fragile pour ce monde, qu'il a simplement été victime d'un bad trip, d'un jeu qui a mal tourné, ou encore qu'il avait consenti à tout et que personne ne l'a forcé. Mais à regarder de plus près, il devient difficile de s'accrocher à ces explications trop simples. Car ce que révèle l'histoire de Jean, c'est moins une défaillance individuelle qu'un effondrement collectif. Jean n'était pas un martyr. Il n'était pas non plus un héros tragique. Il était un homme seul, un peu lampeux, être, mais sincère, passionné et profondément avide d'exister. Et c'est précisément ce besoin d'exister qui a été instrumentalisé, exploité, rentabilisé. Il n'a jamais été le seul maître à bord. À chaque palier franchi, il y avait un cadre, un complice, un spectateur, une plateforme pour dire « c'est bon, continue ». Ce drame met en lumière une question que personne n'ose poser. À partir de quand devient-on complice de ce que l'on regarde? À quel moment, en tant que public, notre silence devient approbation? Et que dire des plateformes qui se targuent d'être neutres alors qu'elles sélectionnent, recommandent, promeuvent ce qui choque, ce qui clive, ce qui saigne? Kik n'a pas seulement hébergé la chaîne de Jean, elle l'a mise en avant, elle l'a monétisée, elle l'a exposée comme une vitrine du contenu libre, jusqu'à ce que le mot « liberté » devienne un alibi pour l'inaction. Mais au-delà de la responsabilité juridique, qui sera, peut, être, déterminée un jour, il y a une responsabilité morale. Celle d'un système qui a normalisé la violence comme divertissement, qui transforme la vulnérabilité en show, qui confond spectacle et supplice. Jean n'est pas mort en live comme une bizarrerie de notre époque. Il est mort parce qu'il a été abandonné, exposé, épuisé. Il est mort dans une pièce sans fenêtre, sous une lumière artificielle, pendant que les autres riaient. Et c'est cela qui dérange le plus. Car cette pièce, elle n'était pas si loin de nous. Elle était à un clic. Nous étions là, à quelques pixels de distance. Alors oui, nous pouvons blâmer les bourreaux. Nous devons le faire. Mais il faut aussi regarder plus large. Ce drame nous appartient. Il dit quelque chose de nous, de ce que nous tolérons, de ce que nous consommons. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être évité? Ou bien étions-nous tous, d'une certaine manière, déjà trop loin dans ce death game pour pouvoir dire stop? Certains adieux ne se font pas dans le silence, mais dans le vacarme d'un direct qui ne s'arrête jamais. Jean Portmanov n'a pas quitté ce monde derrière un rideau, ni dans l'intimité d'une chambre d'hôpital. Il s'est éteint face à un objectif, éclairé par les néons de son propre décor, observé par des milliers d'yeux, sans qu'aucun ne sache vraiment s'il était encore en train de jouer ou déjà en train de partir. Il n'y a pas eu de musique douce, pas de dernier mot mémorable. Juste un corps immobile, une bouteille lancée sans réponse, et cette impression glaçante que quelque chose venait de basculer. Et dans cette bascule, c'est tout un système qui s'est fissuré. Le nôtre, Jean ne voulait pas changer le monde. Il ne cherchait pas à dénoncer, ni à défier qui que ce soit. Il voulait juste être là, être vu, être entendu, être aimé, peu, être. Et dans sa façon de crier, de rire trop fort, de dépasser les bornes, il y avait cette urgence d'exister, une urgence maladroite mais terriblement humaine. Il n'était ni meilleur ni pire que les autres. Il était simplement sans filtre, à nu, offert à l'écran comme une flamme vacillante qu'on regarde sans savoir si elle éclaire ou si elle brûle. Aujourd'hui, ces lives se sont arrêtés. Ces écrans sont éteints. Il ne reste que des extraits épars, des vidéos floues, des phrases répétées, des gestes qu'on analyse a posteriori. Mais surtout, il reste un vide. Pas celui laissé par une célébrité, mais celui d'un miroir brisé. Car Jean nous renvoyait, malgré lui, une image de ce que nous sommes devenus, pressés, insatiables, habitués à tout voir, même l'irréparable. Il n'aura pas de statue, pas de rue à son nom, mais son histoire, elle, persiste. Dans les consciences troublées, dans les questions sans réponse, dans les regrets que personne ne formule à voix haute, elle persiste parce qu'elle dérange, parce qu'elle révèle, sans artifice, la fragilité d'un homme et l'inhumanité d'un spectacle devenu quotidien. Certains adieux sont devenus invisibles
jusqu'à ce qu'on les raconte enfin.